Alors, Alexandre, qui est Alexandre? Bonjour Alexandre. Alexandre, vous êtes donc en L3, soyez le bienvenu, prenez place, en L3 d'histoire et de sciences politiques, dans la promotion donc Chantal Delsol. Et donc vous envisagez en tout cas des masters de diplomatie et d'affaires publiques, et ou alors vous envisagez de rentabiliser votre côté animateur en devenant professeur du secondaire. Je laisse chacun réfléchir sur le rôle d'animateur ou de gardien d'enfant du professeur du secondaire. En tout cas, vous avez la parole sur le sujet, donc la mémoire, une vérité étatique. Et donc, je rappelle, pour ceux peut-être qui sont pour la première fois ici, dont je suis, qu'à l'issue de ce propos, tous les membres de l'Assemblée pourront poser des questions à l'orateur, ainsi que les membres de la tribune. Voilà. Je vous en prie, vous avez au maximum 15 minutes pour nous faire connaître vos vues sur cette question. Merci, monsieur. Articuler historiquement le passé ne signifie pas le connaître tel qu'il a effectivement été. Cette citation est de Walter Benjamin, un philosophe et critique littéraire allemand du première moitié du XXe siècle. La mémoire, c'est la faculté de notre esprit à enregistrer, conserver les événements passés. Elle est fondamentale pour l'homme, puisqu'elle lui permet d'accumuler connaissances et expériences. Cependant, elle n'est pas parfaite. Elle n'est qu'une somme de souvenirs, c'est-à-dire de survivance d'idées et d'événements plus ou moins précis. Puisqu'elle n'est pas parfaite, l'homme a décidé de l'écrire. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Or, l'écrit sélectionne, choisit, met en avant certains événements et en met d'autres de côté. Ajoutons à cela un concept, celui de la vérité. Elle est par définition imparfaite. Ce qui est vrai pour l'homme, c'est sa perception de la réalité. Elle est donc personnelle et différente de chacun. Mais il ne s'agit pas ici d'étudier si l'histoire est par nature imparfaite et ainsi affirmer que les historiens sont des fraudes, mais d'étudier l'histoire dans sa dimension politique, c'est-à-dire quand elle touche à un récit national et devient un enjeu stratégique. Dès les temps anciens, sous l'Empire romain, les damnatio memoriae étaient littéralement la condamnation à l'oubli. La personne concernée disparaissait des mémoires, des archives, des pensées. À l'inverse, des grands hommes et des grands empereurs étaient divinisés. Je vais donc m'interroger sur la construction de la mémoire par l'État, et pour cela, je vais m'attacher à deux exemples, la France et l'Amérique latine. Ainsi, je pourrais vous montrer deux grandes tendances de politique mémorielle, l'oubli et l'exaltation du passé, et cela à deux moments historiques différents. Tout d'abord, la construction d'une mémoire nationale en France. La France a une longue histoire derrière elle. La construction d'une mémoire collective est fortement liée à la construction de l'État. Les prémices de politique mémorielle mettent en avant le monarque et le général. Il s'agit de mettre en exergue la grandeur et la victoire. De plus, le monarque inscrit sa légitimité dans son ascendance et son passé. Avec la Révolution française, il est nécessaire de faire table rase et donc de détruire toute trace de l'ancien régime. Les symboles royaux sont remplacés par de nouveaux symboles révolutionnaires. Les villes sont renommées. Après la chute de l'Empire, la Restauration va elle aussi tenter d'effacer cette parenthèse de 25 ans. L'échec amène Louis-Philippe qui va tenter d'accepter ces deux héritages. Il aura par exemple le courage de ramener les cendres de Napoléon Ier en France. Mais il tombe. Et la Seconde République, éphémère, et le Second Empire de Napoléon III essayent de remettre en avant une période grandiose de l'histoire, le Premier Empire. Sa défaite, en 1870 à Sedan, va être un tournant dans les pratiques mémorielles en France. La France s'unit autour d'une défaite. Si pendant la guerre de Crimée de 1853 à 1856, des petits monuments aux morts avaient vu le jour, notamment dans les Landes, c'est vraiment avec cette défaite sanglante et la perte de l'Alsace-Lorraine que va se créer une mémoire collective. L'esprit de revanche est exacerbé par le pouvoir. Affiches, journaux, dictées patriotiques et chansons sont mis en avant.
une pratique mémorielle se met en place pour unir la France entière autour de la Troisième République. La guerre est idéalisée. Elle sera pourtant monstrueuse. La Première Guerre mondiale va, malgré la victoire de la France, marquer les esprits à tout jamais. Le désastre humain et matériel sont tels que la mémoire va désormais servir à commémorer les héroïques soldats qui sont tombés pour la France. Malgré la volonté d'une dernière guerre, une seconde va frapper et un déchirement va s'opérer en France. L'une a collaboré et a perdu. L'autre a résisté et a vaincu. Le général de Gaulle va décider de présenter la France tout entière comme résistance et mettre, au moins pendant un temps, sous cloche la partie sombre de certains. Cet oubli me permet de faire une transition à l'Amérique latine, puisqu'il s'agit de traiter les dictatures. Lorsqu'on parle d'Amérique latine, on évoque l'ensemble des pays d'Amérique dont la langue officielle est l'espagnol. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'ensemble de ces pays ont connu des régimes autoritaires, plus ou moins longs. Avec la révolution cubaine, les États-Unis refusent de voir leur précaré devenir rouge. Ils vont ainsi plus ou moins directement soutenir les militaires pour causer des coups d'État. La plupart de ces dictatures s'étalent des années 60 aux années 80. Durant cette période, des milliers de personnes sont arrêtées, emprisonnées, torturées. Rien que pour les pays participant au plan Condor, alliance de plusieurs services secrets d'Amérique du Sud, on compterait pas moins de 50 000 morts et 400 000 emprisonnés, majoritairement torturés. Après la chute de ces dictatures, l'ensemble de ces pays mettent en place des politiques d'amnistie. La justice ne fait pas le poids face à l'union nationale. Les régimes de terreur sont parfois justifiés comme étant des réponses nécessaires de l'époque face à des menaces internes, souvent jamais précisées. Cependant, on ne peut jamais totalement effacer des événements aussi traumatiques. Ainsi, les États vont commencer à vouloir les contrôler. Une dizaine de commissions de vérité et de réconciliation, des CVR, voient le jour. Ce sont des organismes publics, non juridictionnels d'investigation éphémères. Elle est créée à l'initiative des États, mais reste indépendante. Elle va sélectionner les témoignages, en choisir certains et en refuser d'autres, sans jamais expliquer les raisons de l'acceptation ou du refus. Ces contours flous et l'absence de condamnation des anciens dirigeants font que les CVR ne sont pas considérés comme une réponse suffisante. Elles le sont néanmoins pour les États qui permettent de dresser une mémoire officielle. Progressivement, dans les années 2000, la balance va être renversée et la justice va reprendre le pas sur la stabilité politique. On va assister à l'affirmation d'une souffrance partagée d'un peuple traumatisé qui a besoin de justice. Les lois d'amnistie sont abrogées ou contournées, les dirigeants arrêtés et jugés, dans certains pays comme au Chili ou en Argentine. L'oubli est un échec. La mémoire collective a triomphé sur la mémoire étatique. Cela arrivera aussi en France, où la collaboration finira par être traitée par l'histoire. L'État est donc faiseur de mémoire, d'une réalité qu'elle essaye d'imposer. Elle veut être maître de son passé pour permettre de pouvoir créer un consensus national. Que ce soit par oubli ou par l'exaltation, l'État oublie une chose. Elle n'est pas le seul acteur. La réalité ne peut pas être universelle, l'État n'a pas le monopole du passé. La pression populaire et la démocratie donnent à chaque individu un forum, une possibilité d'exprimer sa réalité et son histoire. À chacun le droit, voire le devoir, de raconter son histoire, quelle qu'elle soit. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il dans la salle ou à la tribune quelqu'un qui souhaite prendre la parole et poser des questions sur cet exposé tout à fait passionnant? Nous avons passé en revue un petit peu de notre histoire issue de la Révolution française et puis un peu également d'histoire latino-américaine. Je veux bien commencer. Eh bien, je t'en prie. Oui, nous avons été très intéressés par votre exposé.
Mais je me posais la question de savoir si, apparemment, vous n'avez pas démontré le contraire de ce que vous avez dit en introduction. Je vous cite, vous dites que la mémoire est une faculté de conservation du souvenir. Est-ce que vous n'avez pas démontré qu'au contraire, l'exercice de la mémoire consiste non pas en une rétention? Elle peut l'être et les États essayent de la retenir, mais l'État ne peut pas complètement le faire et elle finit par percer. Oui, autrement dit, la mémoire telle que vous la décrivez serait plutôt une faculté d'oubli. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle avait besoin d'être écrite. Voilà, donc peut-être qu'il faut redéfinir la mémoire en suivant par exemple Henri Bergson, qui explique qu'il n'y a aucune raison qu'aucun événement ne disparaisse de l'esprit et que la mémoire est une opération Écrite. d'oubli, Oui. d'oubli raisonné, d'oubli... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait redéfinir votre première entrée en matière. La mémoire apparaît en général comme une faculté de conservation, mais peut-être que ce que Bergson dit de la mémoire individuelle vaut aussi pour la mémoire nationale. C'est une opération raisonnée, systématique, idéologique, enfin, tout ce que vous voudrez, d'oubli, enfin, si j'en crois ce que je viens d'entendre. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Y a-t-il... Oui, Monsieur le Président. Sur la notion de vérité étatique, est-ce que vous avez réfléchi à la notion de loi mémorielle? J'ai voulu un peu en traiter, mais j'avais pas le temps. C'est-à-dire que les lois mémorielles font partie finalement d'une construction étatique de la vérité. En France, elle sert surtout à réparer, à reconnaître les génocides et les crimes contre l'humanité. Les lois mémorielles, c'est, de mon point de vue en tout cas, la reconnaissance d'une vérité, d'événements traumatisants, où l'État accepte une responsabilité qu'il, pendant des années, a refusé d'entendre et de voir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si on peut peut-être la poursuivre. Il y a l'une des lois mémorielles qui est assez connue, qui est la première loi Taubira, donc celle de 2001, et qui portait sur la qualification de crimes contre l'humanité, de la traite et de la réduction en esclavage des Noirs entre le XVIe et le XVIIIe siècle dans le commerce triangulaire. Et à cette époque-là, il y avait un historien qui s'appelle Pétré Grenouillot et qui était un spécialiste de l'esclavage en général, donc le commerce triangulaire, mais également le commerce des esclaves d'Afrique subsaharienne vers le Moyen-Orient. Et il avait expliqué que cette loi était une absurdité. Et il avait cet argument qui me semble un argument qui mérite d'être interrogé. Le crime contre l'humanité consiste évidemment à supprimer la vie, en général dans un contexte génocidaire. Et les commerçants bordelais, nantais, rochelais, de Liverpool ou d'ailleurs, étaient bien des commerçants. Et donc ils n'avaient pas du tout l'envie de détruire leurs marchandises avant de la vendre, parce qu'une marchandise détruite, ça se vend pas, ou ça se vend très mal, ou en tout cas pas très cher. Et en disant, voilà, certainement le commerce triangulaire était une horreur, certainement dans ces vaisseaux, les plus faibles périssaient et étaient jetés par-dessus le bord, mais il restait un certain nombre de forts qui étaient vendus parce que c'était des commerçants. Donc je voudrais vous inviter, et je trouve que l'argument est intéressant parce qu'il permet de s'interroger au fond sur une question qui est celle de l'anachronisme. Et peut-être on peut s'interroger sur cette question
qui est toujours celle de l'anachronisme mémoriel. Peut-on échapper à l'anachronisme quand on fait un exercice de mémoire? Pour le dire par une formule plus ramassée, la mémoire, c'est parler du présent, mais au ton du passé, le passé simple, le passé composé ou l'imparfait. Et en revanche, elle s'oppose à l'histoire, en ce que l'histoire consiste à parler du passé, mais au présent, avec le temps du présent. Donc voilà, je voulais vous livrer un peu ces observations et vous empariez peut-être du sujet. Est-ce que, au fond, la mémoire n'est pas l'exact contraire de l'histoire? Oui. Et en vous écoutant, je me posais surtout une question. Est-ce que les lois mémorielles dont on parlait ne sont pas finalement des symboles politiques d'un État qui veut se construire un récit national et ainsi s'excuser? Et je le disais en parlant de la Révolution essaye de détruire les symboles de l'Ancien Régime. Est-ce que notre État actuel essaye de se construire des symboles en voulant ces symboles intégrer une partie de cette société longtemps méprisée et en faisant finalement de cette loi mémorielle plus un symbole qu'une vraie mémoire, entre guillemets? Alors, ce serait le cas si c'est le cas de la plupart des lois mémorielles, qui sont des lois symboliques, qui aujourd'hui en droit constitutionnel seraient des simples résolutions de l'article 34-1, mais peu importe. Mais il y en a certaines qui ont une effectivité. Donc il y a des lois mémorielles qui conduisent à ce que des gens puissent être incriminés et condamnés. C'est le cas de la loi Guesso du 13 juillet 90 et qui porte sur la négation de crimes et de génocides commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, c'est pas toujours seulement un symbole, c'est loi mémorielle. Y a-t-il... Oui, pour rebondir toujours, est-ce que par définition une loi mémorielle n'est pas une loi inconstitutionnelle? Alors je m'éloigne un peu, mais une loi mémorielle, c'est dire qu'il y a une vérité que l'État établit. Et or ça... ça devrait être attaquable devant n'importe quelle juridiction. Donc, par définition, tout historien digne de ce nom ne peut pas être pour des lois mémorielles. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, alors, est-ce que vous connaissez un pays, de ce côté-là, plus vertueux que les autres? Alors, moi, je veux dire, je pense que l'Italie fait probablement partie des pays où on peut le plus discuter de tout, de toute l'histoire. Mais est-ce que vous connaissez des pays où, justement, mémoire, histoire... Voilà, il y a de vrais débats. Il y a pas, et par contre, un pays qui n'est pas vertueux, c'est le nôtre. Voilà. Mais vous avez aussi l'Espagne, très hémiplégique. Seuls ceux qui sont tombés du bon côté ont droit de citer encore aujourd'hui. Je fais allusion à la guerre d'Espagne, évidemment. Voilà. Est-ce que vous connaissez un pays plus vertueux que les autres? Eh bien, en Amérique latine, du coup, pour revenir au sujet, des pays comme le Chili avaient constitutionnellement des lois d'amnistie qui, du coup, bloquaient toute recherche. Aujourd'hui, ça a une crise politique de réécrire une constitution et des associations, il y a l'association des droits humains, justement, qui en fait recherche à faire de l'histoire, alors aussi à réparer, mais cherche finalement à reprendre une histoire qu'on a voulu enterrer et donner de la parole aux victimes, juger les coupables qui restent récents dans l'histoire. Ça fait 40 ans maintenant que les dernières dictatures sont tombées, donc ça reste récent. Et c'est vrai que vous avez des pays en Amérique latine comme la Bolivie ou le Brésil où les lois d'amnistie sont encore le cas et ce n'est pas du tout des débats. Dans ces pays-là, justement, il y a Argentine et Chili, il y a une vraie volonté de réparer et d'avancer. Voilà. Et sans passer par des lois mémorielles, juste en abolissant celles qui existent. Les lois d'amnistie ne sont pas des lois mémorielles, mais sont des lois qui bloquent une recherche de la vérité, une recherche de la mémoire, et du coup partir sur finalement une réparation qui n'a pas pu être faite, et ensuite avancer. Voilà. Elles ont un but de réconciliation. Le problème, c'est qu'elles sont restées, pour la plupart en tout cas en Amérique latine, assez floues. C'est-à-dire qu'on a, vous avez tous les rapports complets, et vous avez également des articles où des gens témoignent. J'ai été torturé, j'ai été emprisonné, et pourtant mon témoignage n'a pas été retenu pour je ne sais pas quelle raison ou pour telle ou telle raison. C'est-à-dire que finalement, ces processus de réconciliation marchent en partie, mais restent excluantes d'une autre part.
elles ont un double ascenseur qui fait qu'elles n'ont pas été suffisantes et n'ont pas été vraiment suffisantes à laisser au peuple, tout simplement, voilà, aux populations civiles. Elles n'ont pas été suffisantes pour eux dans leur processus de guérison. Voilà. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Moi, j'ai une dernière question. Et là, je ne m'adresse pas aux chercheurs, mais je m'adresse aux citoyens. Et peut-être moins à l'historien qu'aux politistes. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on souhaite déboulonner des statuts de Victor Schœlcher comme collabo de l'esclavage? Victor Schœlcher, c'est une figure qui pendant très longtemps était considéré comme un immense homme pour avoir aboli à lui tout seul l'esclavage, ce qui n'est pas vrai, il n'a pas été tout seul à le faire, mais il a un passé aussi pas d'esclavagisme, mais de plutôt favorable à l'esclavage, et c'est tout un mouvement qui existe et qui est surtout très fort aux États-Unis, où on calque les pensées actuelles aux événements passés. On aimerait que Napoléon soit un grand défenseur des femmes et envoie des femmes au combat. Bon, Napoléon, sa sœur était quand même elle dirigeait en tout cas un territoire au-dessus de la Yougoslavie. Donc voilà, mais on voudrait aujourd'hui que les personnages historiques d'il y a 100 ans, 200 ans ou même d'il y a 50 ans aient les mêmes réflexions, les mêmes pensées que des hommes actuels. Et donc quand ce n'est pas le cas, il faut les mettre de côté et du coup les oublier. Oui, ça, vous avez répondu de manière un peu descriptive sur le phénomène auquel je faisais allusion, mais est-ce que vous en pensez, vous? Et dans le cas précis que les statuts ont toujours été là pour montrer la grandeur d'un pays, et que si ce pays estime que ses statuts ne montrent plus cette grandeur, il faut laisser aussi la place à d'autres personnages, à d'autres gens. Et ces personnages comme Victor Schœlcher ne seront pas oubliés de l'histoire, ils seront peut-être mis plus de côté, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages, beaucoup de recherches dessus. Mais que les statues, en tout cas ces symboles-là publics, ont toujours évolué. Et il y a 1500 ans, c'était des empereurs qui étaient mis en statue. Aujourd'hui, c'est des anciens empereurs, des anciens rois. Et peut-être que dans 400 ans, ce sera vous et moi. Voilà. Surtout, oui. C'est un peu comme quand on change le nom des rues. Tout à fait. D'accord. C'est intéressant. Très bien. Ok. Vous êtes à fond cancel culture. J'adore. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre. Bravo. Merci.